bienvenue dans le top 15 des films préférés de Lisa pour l'année 2022. Une promesse est une promesse. Alors, je suis désolée, mais il y a Miss Monde qui s'est réveillée, elle nous fait le marathon de New York. Oh bah oui, quand elle décide de faire des choses, celle-là. Bon bref. Attendez, il n'y a pas l'exorciste qui va se réveiller, mais ça ne saurait tarder, j'ai entendu bouger tout à l'heure. Alors, sur les 15, je vous ai fait une vignette. La vignette, je vous l'ai faite afin que vous puissiez voir, justement, en fait, vous puissiez faire un arrêt sur image pour peut-être aller voir. Alors, j'essayerai de mettre la vignette bien 10 secondes après pour que vous puissiez. Je mettrai les titres des films parce que je ne vais pas vous mettre l'incrustation ni là ni là pour la bonne et simple raison que c'est du montage, que ça me gonfle et que généralement je perds un temps fou à mettre les vignettes bien comme il faut, bien calées. Des fois elles se décalent, ça m'énerve, ça part dans tous les sens. Non. Hein, on est bien d'accord. Donc je vais essayer de vous mettre la vignette en avance, sachant que est-ce que c'est dans l'ordre? C'est dans l'ordre, mais pas vraiment. Ah, si, c'est dans l'ordre. Si vous la mettez en premier, vous saurez. Bon, je vous la mettrai à la fin. Voilà. Et peut-être que de temps en temps, au milieu de mes top 15, je mettrai la vignette, histoire que ça passe devant moi vite fait, histoire d'agrémenter. Mais sinon, je mettrai le titre là. Donc on va faire du 15, bien sûr, au premier. Sachant que je ne vais pas détailler l'ensemble du film et ou du documentaire, puisque j'ai mis film documentaire. Parce que j'ai vu des documentaires qui étaient aussi bons que des films, donc je me suis dit que c'était vraiment ridicule de ne pas les inclure et qu'il n'y en avait pas suffisamment pour que je fasse un top 10 ou 15 ou même 5 parce que là il n'y en a que 3. Oui, donc voilà, donc je les ai classés au milieu des films comme si c'était des films. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie d'aller les voir. J'en ai parlé dans les item list, j'en ai parlé dans les lives, j'en ai parlé dans les hauts programmes culturels de Lisa, etc. Donc j'estimais qu'il fallait quand même que je fasse ce bilan film-série pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu dans l'année et ce que j'aime et ce que j'ai aimé cette année en tous les cas. Alors, numéro 15, c'est un film que j'ai vu sur Netflix, mais je vais pas les citer parce que je sens que je vais me tromper. Mais en tous les cas, il est toujours accessible, je l'ai vu la fois. En anglais, il s'appelle Ulster, en français, il s'appelle Le haut du panier. En fait, c'est l'histoire d'un recruteur d'une équipe de basket américain qui parcourt le monde en fait pour trouver le meilleur basketteur ou trouver une nouvelle pépite, si vous voulez. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, il y a des drafts, donc il y a des sélections, présélections, qui font que les meilleurs jeunes footballeurs repérés s'affrontent pour que les équipes professionnelles puissent leur mettre le grappin dessus pour récupérer le meilleur, enfin pour eux ce qu'ils estiment le meilleur. Et en fait, dans ce film qui est porté par Adam Sandler, c'est un grand fan de basket. Hein. Il faut dire que c'est vraiment un mordu basket dans la vie. Donc je me suis dit, s'il fait un film sur le basket où il tient le rôle d'un recruteur, vu que c'est un maboule de basket et qu'il s'y connaît très bien, il connaît l'histoire, il connaît les trucs et tout, il peut pas foirer un film. On est bien d'accord. Après que le réalisateur soit une merde, oui, mais en tous les cas, lui, il peut pas foirer sa prestation. Et il n'a pas foiré sa prestation, c'est un très bon film. Parce qu'en fait, en recrutant comme ça partout dans le monde, il va tomber en Espagne pour une espèce de présélection où il va recruter personne. Et il se promène le soir comme ça et il voit des terrains de basket mal allumés, trucs de quartier. Et comme il adore le basket, c'est un fou de basket, il y va juste pour regarder du basket. Voilà. Et il tombe sur un contre un entre un jeune homme et un autre. Et l'autre, il est au-dessus du plancher, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il maîtrise tous les gestes. Il joue juste pour le fric. Il prend son sac et il se casse chez lui. Et donc l'autre, il le suit. Et en gros, il pense que tous les gens qui aiment le basket, qui jouent au basket, ne rêvent que d'une chose, c'est de se retrouver en NBA. Et en fait, ce jeune homme, il en a rien à carrer. Parce qu'en fait, le basket, c'est sa passion, mais c'est sa passion sans on va dire, sans prévision. Il n'a pas
inspiration des masses à devenir professionnel. Lui, il travaille dans le bâtiment, il gagne sa vie pour élever sa fille, une petite fille, et aider sa maman. Voilà, donc en gros, le reste, ça lui est complètement égal. Mais quand même, ce mec qui lui dit qu'il pourrait faire carrière aux États-Unis au début, rien à carrer, et puis il se laisse convaincre et ils vont partir aux États-Unis, et donc je vous laisse voir le film. Le joueur de basket, alors il y a beaucoup de vrais joueurs de basket de la NBA, il y a beaucoup d'anciens joueurs de basket qui passent dans ce film, c'est impressionnant. Les noms que vous voyez passer quand vous connaissez un peu le basket, j'ai eu tous les 3 personnages, et que je n'avais pas vu sur l'affiche, et donc j'ai été très surprise quand je l'ai vu la première fois à l'écran, je fais tomber du canapé, parce que c'est un joueur de basket de l'équipe nationale d'Espagne que je trouve, alors déjà je le trouvais très bon comme basketteur, mais en plus je le trouve très beau. Et donc je me suis dit, oh punaise, un film de presque 2 heures avec ce garçon, ça va être un bonheur à avoir à jouer. Ah bah on est midinette, on l'est pas. Donc c'est Juancho Hernán Gómez qui joue le rôle de joueur lambda de quartier espagnol, qui va se retrouver dans les affres du draft et qui va prendre comme ce recruteur comme un peu père de substitution, père qu'il n'a pas. D'ailleurs il y a un très beau portrait d'un jeune homme qui se construit un peu comme il peut, qui s'est construit sans père et qui est toujours tiraillé entre ce qu'il aimerait vraiment faire et ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et donc le chemin tracé qu'on lui donne en lui disant il faut prendre cette voie, il faut faire ça, alors que lui il aimerait faire autre chose mais il n'ose pas, et qu'il a des responsabilités parce qu'il a une petite fille et sa maman, et donc 2 personnes qui ne dépendent que de lui. La fin est très touchante, même si on s'attend un peu, c'est pas forcément celle auquel vraiment vous attendez. Les deux acteurs, enfin en tous les cas un qui n'est pas acteur professionnel, mais en tous les cas les 2 acteurs dans ce film-là ont une alchimie incroyable. Sandler, et comme il est fan de basket, on sent qu'il est investi dans son rôle de recruteur. C'est un très beau film. Qui parlera aux gens qui connaissent le basket aussi, mais c'est une belle philosophie de vie aussi, donc ça s'appelle donc Le haut du panier. 14 Belfast de Kenneth Branagh. Alors Kenneth Branagh, Instant Fangirl 2. Vous allez voir, il y a des Instant Fangirl. Ah oui, avec Hernán Gómez, il y a des Instant Fangirl quand même. Mais là, c'est Instant Fangirl. J'aime l'acteur, j'aime le comédien de théâtre, j'aime le réalisateur, j'aime Kenneth Branagh. On est bien d'accord, tout le monde est au courant. Et là, il revient sur sa jeunesse à Belfast. Il parle de ses parents, des premiers troubles dans les années 60, enfin, du retour des troubles dans les années 60. Ce côté où à un moment donné, on se dit il faut prendre un camp, et que son père n'avait pas du tout envie de prendre un camp, et qu'ils vont être obligés, plus ou moins, de s'exiler pour pouvoir protéger la famille, pour pouvoir se protéger, donner un avenir à leurs enfants. Et Kenneth Branagh revient sur ce Belfast des années difficiles, avec cette famille aimante et assez groupée, ses grands-parents qui ont connu certaines choses, et puis les copains du quartier, et puis le quartier lui-même, et puis son papa, qui est formidablement d'ailleurs joué très 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 bien par Jamie Dornan, qui, je le rappelle, est un très bon acteur. Si on enlève de sa filmographie 51 degrés où il joue comme une crevette, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu 2 minutes et il a chié dans le film, enfin dans les 2 minutes, mais tout le monde m'a dit que c'est... Voilà, si vous le voyez dans The Fall ou dans ce genre de truc, etc., c'est vraiment un très très bon acteur. Donc voilà. Alors oui, d'accord, mon Belfast fait vibrer mon petit cœur, on est bien au courant, mais c'est un très beau film, il est en noir et blanc, pratiquement. Il est vraiment très sensible, il revient sur beaucoup de notions, l'amour filial, l'amour tout court, la liberté, le droit à choisir un camp ou pas choisir un camp, ou rester neutre, on s'en bat l'œuf. L'Irlande du Nord, le contexte très compliqué, le contexte historique, le contexte sociétal, bref, c'est un très beau film, ça s'appelle Belfast, et donc c'est de Kenneth Branagh. 13, j'ai eu beaucoup de mal à pas le mettre plus haut, mais bon, bref. 13, pareil, Instant Fangirl.
On est d'accord, hein. Alors là, il y a un instant Falgueur, c'est comme l'effet qui se coule. Il y a des effets qui se coulent. Il y a l'auteur du livre et l'acteur. Ah ouais, ouais, on est à ce niveau-là quand même. L'auteur du livre, c'est Dimitri Glukovsky, qui a donc, oui, tout le monde connaît Métro. Moi, j'adore Texto. Et donc, c'est le film Texto, qui est donc tiré de son livre éponyme, qui en fait parle d'un jeune garçon qui un soir sort avec sa petite amie du moment, il va se passer quelque chose, et puis en fait ça va dégénérer, euh, il va être emprisonné, il va revenir trop tard, sa maman est morte, et il va décider de se venger de l'homme, de la personne qui l'a dénoncé. Il va récupérer un téléphone, son téléphone portable parce que ça va mal se terminer. Il va récupérer et il va faire en sorte, il va faire semblant que le mec est toujours vivant, alors qu'il ne sait pas les ramifications que ce type a, que ce soit avec la pègre de Moscou, avec le gouvernement, avec les instances, etc. Voilà. Et c'est porté par l'excellent acteur russe Alexander Petrov, qui est, ma foi, tout à fait à mon goût depuis quelques années, qui joue. Et franchement, c'est un film... c'est un film barré, hein, on est bien d'accord. Si vous avez lu Texto, il est déjà barré le livre, mais moi j'adore Glukovsky. Et donc le film est très très bien foutu par rapport au livre. Quelquefois c'est grandiloquent, mais c'est du film russe, on est bien d'accord. Quand il y a des scènes un peu plus tendres, vous entendez les violons 2-3 minutes avant pour bien vous préparer que c'était à ce moment-là qu'il faut être... Voilà. Si vous aimez le cinéma russe, vous aimez. Voilà, moi j'aime le cinéma russe, donc du coup je n'ai pas du tout été surprise, mais j'ai vraiment adoré ce film. Alors peut-être parce que j'avais adoré le livre aussi. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas lu le livre sera porté par la même chose que moi sur le film, mais moi je trouve que c'est un bon film. Bon déjà, l'acteur donne de sa personne, et c'est bien foutu. Voilà, donc Texto, le numéro 13, moi j'ai trouvé ça. Alors 11, c'est un documentaire. En fait c'est deux documentaires. Côte à côte que je n'ai pas pu départager parce que là arrivent les trois documentaires, parce qu'honnêtement je pouvais en sortir un comme un autre et puis je voulais pas. Le premier documentaire c'est sur Julie Andrews, donc c'est la méthode vraiment d'une vie et d'une comédienne. Tout le monde connaît Julie Andrews, tout le monde connaît ses rôles emblématiques, Victor, Victoria, etc. Et moi j'ai toujours été fascinée par Julie Andrews. Déjà la première fois que j'ai vu Victoria, j'ai trouvé ça tellement révolutionnaire, tellement avant-gardiste. Je me suis dit mais putain, mais tu te rends compte, alors maintenant que tout le monde c'est normal, mais non, c'était pas normal comme ça. C'est une très grande actrice qui a jamais abandonné l'idée de lutter pour certaines choses, qui par son côté frondeur quelquefois, mais tout en douceur, est arrivée à ouvrir des portes sur des univers ou sur des choses ou sur des sujets, tout en étant une actrice formidable et une très belle femme, faut dire. Voilà. Donc j'ai été happée par ce documentaire, et déjà que j'aimais mademoiselle Julie Andrews, je l'aime encore beaucoup plus. Et à égalité, parce que je pouvais pas déterminer lequel des deux était le... Voilà. Ça s'appelle Une dystopie devenue réalité. C'est un très beau portrait croisé entre Aldous Huxley, chérie, et George Orwell, chérie bis. Troisième étant Wells, hein, je rappelle. Très beau portrait, sachant que Huxley a été le professeur à l'université de Orwell, et deux visions différentes du futur et de l'anticipation. Un où il y a un asservissement par le plaisir, en gros vous leur donnez du pain et des jeux et en gros vous pouvez dominer le monde. Et l'autre c'est plus par le côté dictateur, écran interposé, flicage et informatique. Les deux sont actuellement dans nos sociétés. Donc c'est pas de l'avant-garde, c'est plus que ça encore, hein, je rappelle. Voilà, donc très très beau portrait croisé. Donc une dystopie devenue réalité pour les deux univers qu'ils avaient créés, donc Aldous Huxley et George Orwell. C'est encore sur Arte télé, donc vous pouvez y aller.
Numéro 11, c'est encore un documentaire. Et celui-là, si vous y allez pas, je vous jure, je vous déteste. Ça s'appelle Dans le corps d'un garçon. Et c'est sous-titré Quand je serai grande, je serai une petite fille. C'est l'histoire de Sacha. J'en ai parlé beaucoup dans un des programmes culturels dernièrement. C'est l'histoire d'une petite fille qui en fait est née dans le corps d'un garçon. Je rappelle que biologiquement, c'est biologiquement reconnu. On est bien d'accord. Et que depuis qu'elle a 2 ans et demi, 3 ans, elle sait qu'elle est une fille et elle veut être une fille. Et elle s'en bat l'œuf que sur ses papiers écrits masculins, c'est une fille. Et ils la suivent pendant quelques mois. Là, elle a 8 ans. Avec les vexations, les conneries des adultes autres que ses parents et sa famille qui la soutiennent. Et tout ce que cette petite fille doit endurer face à des adultes obtus. Et encore obtus, c'est gentil. Voilà. J'ai un autre mot, mais voilà. Allez voir ce documentaire parce que c'est une ode à la tolérance envers ceux d'en face. Ça n'incite pas au fait que vous vous questionnez sur votre identité sexuelle ou chromosomique, on s'en bat l'œuf. Ça montre que il faut juste être ouvert à ce que la personne en face veut et exprime clairement. Voilà, si c'est, je sais pas, un escargot, une grenouille, je sais pas, voilà, on peut. Mais là, c'est même pas ça, c'est qu'elle sait qu'elle est une fille. Et puis, c'est une fille. Bordel de petit bonhomme. Voilà, donc, et puis, elle est attachante, cette gosse. Et moi, j'aimerais bien qu'Arte la suive, que la personne qui a fait ce reportage documentaire la suive sur les années, parce que je pense que vu la mentalité, elle a mais d'acier. Elle a un mental d'acier, cette gosse. Je pense que ça va devenir une très belle jeune femme. Et j'ose espérer qu'elle aura sa pierre à apporter à l'édifice. Et je pense qu'elle pourra apporter une belle chose sur les générations futures, cette gamine. Donc Sacha. 11. 10. Dune. Alors, oui, alors le truc le plus improbable. Oui, j'ai dit les films que j'ai vus dans l'année. Hein. On est bien d'accord, même ceux qui peuvent être sortis avant. Oui, j'avais pas précisé ça. Parce que Dune. Je suis allée voir au cinéma. Au cinéma, quand je suis sortie, donc quand il était à l'écran, c'est quoi, l'année dernière, l'année précédente oui, parce que pour vous voyez ça le 8, donc ça devait être en 2021, je crois, un truc comme ça, ou 20, je sais plus. Enfin bon, bref, quand il est sorti, je suis allée voir au cinéma. Et alors visuellement, il est beau. Hein, quand je suis sortie, visuellement, il est beau. Moi j'avais lu les livres d'Herbert, donc je voyais pas de trucs majeurs à reprocher au truc, mais j'étais pas emballée. Voilà, je suis sortie assez détachée. Voilà, je trouvais bien foutu, mais détachée. Alors évidemment, j'ai couiné comme un gorille quand j'ai vu Oscar Isaac, mais ça, alors quand on est une fangirl, on est une fangirl. Mais voilà, c'est bien interprété. Je suis sortie en me disant ouais, c'est bien, c'est sympa, mais bon. Et donc cette année, Canal l'a diffusé. Et un soir, je me suis dit tiens, il y a Dune, je vais regarder juste le début. Non, la fille, comme je l'avais déjà vu et que je n'avais pas été je me suis dit que le début. En fait, la fille qui regarde que le début pour se taper Oscar Isaac. Mais on est bien d'accord sur le sujet. Et en fait, j'ai regardé tout le film. Alors, je dois avouer que je l'ai vu. Alors, pas dans les meilleures conditions, dans le sens où sur une tablette. Donc, c'est assez petit, une tablette, hein, on est bien d'accord. Mais je l'ai vu au casque. Contrairement à la salle de cinéma, vous allez dire ouais, c'est en Dolby Surround, c'est mieux. Il y a quand même les bruits des pop-corn, hein, on est bien d'accord. Il y a le pop-corn, il y a les gens qui parlent, il y a les SMS qui arrivent. C'est insupportable désormais une salle de ciné. Là, je l'ai vu au casque anti-bruit. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait que le film qui était dans mes oreilles. Et comme j'étais dans une pièce noire, il y avait donc que l'écran, enfin que le film et que le bruit. Il n'y avait pas de bruit extérieur qui arrivait à mes oreilles. Et là, je me suis dit, quand j'ai fini, donc j'ai vu tout le film. Et là, je me suis dit, waouh Qu'est-ce que j'avais pas vu la première fois? Je ne sais pas. Alors, je sais pas si c'est pas le genre de film où vous êtes obligé de le voir 2 fois pour vous dire, ah putain, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Non, j'avais pas vu ça la première fois. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était le plus grand film du monde pour moi, mais. La preuve, il est pas au début. Mais.
Mais en fait, je l'ai vu différemment. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, donc ouais, alors je me suis mieux plongée paradoxalement dans le petit écran que dans le grand écran. Allez pas me demander pourquoi, je sais pas. Quand je l'ai vu là, je me suis dit, ah ouais, non mais finalement, il est vachement mieux que ce que je pensais. Ouais, non, je passe, hein. Bah ouais, il y a des moments où de temps en temps vous vous dites, tiens, ça y est, elle a eu un flash. C'est terrible. Je vous assure, c'est le genre de film où vous vous dites, mais putain, je l'ai loupé sur grand écran, comment ça se fait que j'ai loupé ça, quoi. Je sais pas. Je comprends pas. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est parce que t'aimes pas Timothy Chalamet. Mais non, j'aime bien ce garçon. Il joue bien. C'est un bon acteur. C'est juste que pour l'instant, on lui donne des rôles un peu cucu de prochaine premier. Bon, à part avec Call Me By Your Name, mais vraiment, il vaut le film, enfin, outre l'histoire, mais surtout par l'alchimie qu'il a avec Armie Hammer, on est bien d'accord, hein, parce que si vous mettez quelqu'un d'autre que Armie Hammer en face, une nouillette intergalactique, ça marche pas. Voilà. Là, il a quand même des pointures autour de lui, et il a ce côté, oui, en fait, il ressemble beaucoup à l'idée que je me faisais quand je l'avais lu. Donc, alors qu'à grand écran, je ne voyais pas le... Et là, je l'ai vu. Donc, Dune, 10. 9, ça aurait été dommage d'ailleurs. 9, la vie extraordinaire de Louis Vane. Alors, Louis Vane, si vous êtes déjà allé en Angleterre, si vous avez vécu en Angleterre, vous savez qui c'est. C'est un illustrateur qui fait des chats. Il y a beaucoup, souvent, des cartes de vœux avec des chats. Mais des chats un peu dans les vies quotidiennes. Enfin, il a un coup de crayon. En fait, on retrace la vie de ce garçon, qui est joué d'ailleurs, si je ne m'abuse, par Benedict Cumberbatch, et sa femme est jouée par Claire Foy. En fait, c'est un homme qui très rapidement, qui sont d'une bon milieu, qui, bon, suite à des problèmes, vont se retrouver un peu sans le sou, et il va devenir le chef de famille. En fait, il a des sœurs, et il va devoir travailler autrement pour trouver des trucs. Ils vont engager une préceptrice pour continuer l'école, parce que, bon, pour des raisons XY, ils peuvent plus trop faire ce genre de choses dans la grande société. Et va arriver cette jeune femme qui va donner des cours à ses sœurs, et petit à petit ils vont tomber amoureux. Alors il est un peu asocial, il n'est pas autiste mais pas loin. Et puis dans cette Angleterre un peu corsetée de l'époque, ça se faisait pas trop sur son milieu à lui de tomber amoureux d'une domestique, on est bien d'accord. A fortiori parce qu'elle a pratiquement 10 ans de plus que lui, donc alors à l'époque c'était même plus envisageable. Vous aviez deux obstacles monumentaux. Mais ils s'en foutent, ils tombent amoureux, ils décident d'être ensemble, et un jour ils vont adopter, ils vont trouver un petit chaton, ils vont adopter le petit chaton à défaut d'avoir un enfant. Elle va tomber malade, et donc pendant toute la maladie, lui il va observer le petit chaton. Et il va commencer à croquer ce chat, et le chat grandit, fait des bêtises, fait des trucs et tout. Hux, si tu m'entends, c'est pour toi. Et donc il va devenir petit à petit, ça va se vendre, ces petites cartes, ces petits dessins, ces petits machins. C'est une histoire très touchante, très belle. C'est un nom et un univers imaginaire que tous les Anglais ont. Tout le monde connaît les chats de Louis Vane, en gros. Hein. Voilà. C'est très naïf, hein. C'est très très naïf. C'est vraiment très 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 naïf, mais c'est très joli. Voilà. L'histoire est belle. L'histoire est pas joyeuse, hein. Voilà, on est bien d'accord, mais c'est joli. Le seul inconvénient, alors moi je l'ai vu parce que je connaissais l'histoire, c'est qu'elle a quand même 10 ans de plus, et que en fait Claire Foy fait 10 ans de moins que Benedict Cumberbatch, alors qu'elle est censée être plus âgée. Donc le côté différence d'âge qui a beaucoup choqué la gentry de l'époque, qui a beaucoup fait en sorte que leur histoire soit très contestée et très emmerdante et vive limite au banc de la société, c'est qu'elle était plus âgée et que ça se voyait. Là, ça ne se voit pas. Alors c'est vrai qu'elle est très jolie, Claire Foy, mais elle fait pas 10 ans de plus, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est le seul petit bémol de ce film. C'est dommage. 7. La RAF documentaire en novembre, c'est la RAF des Notables. Alors c'est un documentaire qui suit Anne Sinclair. Moi j'avais lu son livre, La RAF des Notables, qui est
un livre enquête hommage à son grand-père qui a été arraché à sa famille lors d'une rafle qui est donc la rafle des notables qui, si ne m'abuse, dans les 741 personnes, ou 841, en tous les cas dans ces eaux-là. Notables français, je rappelle, qui ont été arrêtés sur dénonciation. Ils ont été enfermés à Compiègne Royal-Lieu, dans un camp donc. Et elle va retracer ça parce qu'il n'y a presque pas de traces de ça. On en parle très très peu, ou alors si vous vous intéressez à la période, vous en avez entendu parler, forcément vous l'avez lu. Mais si vous n'avez jamais lu sur ça, vous ne savez même pas de quoi on peut parler. Et elle va retracer l'itinéraire de ce grand-père, tout ce que sa grand-mère a fait pour essayer de sortir son grand-père de là. Il y a des très jolis forts. Alors le fait est qu'elle explique, et comme elle le dit dans le livre, que son statut de Anne Sinclair, ancienne journaliste très connue, etc., lui avait ouvert des portes qu'elle n'aurait pas pensé s'ouvrir. Et elle a réussi par ce transmission de devoir de la mémoire, d'avoir récupéré des plaques, fait faire des plaques. Il y a des plaques qu'on voit, mais qu'il faut vraiment... c'est en bas à droite, derrière le porche. Voilà. Donc elle retrace tout cette rafle avec toute la curiosité à la fois journalistique qu'elle peut avoir, mais c'est surtout la petite fille qui parle. D'ailleurs, ça se voit quand elle parle de son grand-père, quand elle parle de sa famille, quand elle parle des souvenirs, des photos. C'est la petite fille qui rend un hommage à son grand-père, et elle avait déjà rendu un très bel hommage à ses autres grands-parents dans un très joli livre aussi. Et La Rafle des Notables est à lire, mais aussi à regarder si vous ne voulez pas lire. Allez regarder, c'est sur France 2 je crois, La Rafle des Notables. Donc franchement c'est un très très beau documentaire, et ça va vous expliquer que des Français ont encore arrêté des Français, ce qui commence à faire un peu beaucoup. Autre documentaire, et ça je remercie en direct mon amie Marie qui on se connaît depuis oula. Ah ben là on est au-delà des 30 ans hein, avec Marie, on est bien... On n'est pas loin, des 40, mais on doit être au 35-36 quand même. Voilà. Quand Marie m'appelle, on s'appelle, mais quand elle m'appelle en dehors du truc pour savoir comment on va, et qu'on se rencontre nos vies, quand elle m'appelle ou qu'elle m'envoie un SMS en me disant tu devrais regarder ça, c'est quelqu'un de très féru qui va au cinéma tout le temps, qui est dans ce milieu-là, qui connaît très bien, qui va au cinéma je sais pas combien de fois par semaine, qui va au théâtre, etc. Et quand elle me dit tu devrais voir ce reportage, tu devrais voir ce truc-là, j'arrête ce que j'aurais pu programmer pour regarder, je vais regarder parce que je sais que c'est une pépite. Voilà. Et là, elle m'avait dit est-ce que tu connais Sugarman? Et je lui ai dit non, je crois pas. Pas à ma connaissance, en tout cas, sauf si c'est un boxeur ou sportif. Donc elle m'a dit non, c'est un musicien. Je dis, oh, voilà. Et elle m'a dit j'ai vu son reportage au ciné, et depuis j'ai acheté son album et je l'ai écouté et j'adore. Donc je dis ah bah je vais regarder. Donc il passait sur je ne sais plus quelle chaîne, donc je suis allée le voir. Donc c'est l'histoire en fait d'un musicien américain, d'un natives en fait, qui a beaucoup de talent mais qui n'est pas reconnu. Qui signe avec un producteur assez véreux, il sort un premier album, ça ne fait pas beaucoup de ventes, pourtant c'est un très très bon album qui est beaucoup applaudi par un certain monde de la critique microcosme, mais qui ne fait pas tant de trucs que ça. Donc en fait, en gros, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais son album a fait un carton en Afrique du Sud. C'est une véritable méga star. Il est plus connu que les Beatles, c'est plus aimé que les Beatles. Et la légende veut que lors d'un concert qu'il a fait à cette époque, il y a des années, il se soit suicidé sur scène. En fait, en gros, il est mort sur scène, il a claqué sur scène, etc. Et il y a un reporter qui décide d'enquêter sur ce phénomène en Afrique du Sud, mais qui n'est connu pas du tout dans son pays natal, ni dans sa ville, ni rien du tout. On sait à peu près, ouais, il est passé par là à l'époque, mais ouais, il est mort, on sait pas. Et un jour, on lui dit, mais non, il est pas mort, il est là, il travaille là, non. Et donc, ils vont retracer la mort de ce Sugarman, qui est un guitariste, un musicien, mais qui aime la musique et qui fait de la musique parce qu'il aime la musique, pas pour être célèbre, pas pour être connu. En fait, l'art, pour lui, c'est de l'art.
Il pratique son art, mais son but, c'est pas de voir sa pomme partout sur toutes les affiches comme beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup oublient euh, le truc premier de quand on crée quelque chose, que ce soit la peinture, la musique, le dessin, je sais pas, le cinéma, l'écriture, machin, c'est que votre art, c'est l'art qui compte en premier, c'est pas votre pomme, c'est pas votre nom, c'est pas votre gueule, c'est pas de vous voir dans la une des magazines qui est le plus important, c'est la création. Et lui, il aime la musique, il aime créer des choses, mais il se fout que son nom soit en premier. D'ailleurs, il ne sait même pas qu'il a eu du succès, puisque en fait, tout son argent a été détourné par son producteur VE. Et en fait, ce reportage le suit. Et il découvre qu'il est connu en Afrique du Sud et il part faire une petite tournée. Il est fasciné, étonné et fasciné à la fois par tous ces gens qui crient son nom alors qu'ils ne savaient même pas que machin. Mais il a une vie simple, il s'en fout. Il veut pas la gloire, il veut pas ce genre de truc. Il veut juste créer, chanter, composer des trucs. C'est un très bon truc. Et donc évidemment, Marie m'ayant dit qu'elle avait trouvé le CD, je l'ai trouvé. Ah bah c'est une petite merveille. Voilà, et depuis de temps en temps, j'écoute et je trouve que c'est waouh. Ah non mais waouh, hein, je vous assure. Donc Sugarman. Et on rentre dans le top 5. Alors le 5 c'est quelque chose auquel je m'attendais pas, parce que moi les films français, quelquefois, des fois je m'attends à rien du tout, vaut mieux pas. Et là ça s'appelle Boîte Noire. C'est l'histoire d'un contrôleur, de ouais, d'un ingénieur du contrôle aérien. Vous savez, ils sont spécialisés dans les boîtes noires. Et donc, quand il y a un crash, ils sont là pour étudier les enregistrements du cockpit et de tout l'enregistrement, enfin de tout l'environnement des pilotes et des copilotes, pour voir ce qui s'est passé, ce qui peut être... Et donc, effectivement, il y a des filtres, ils mettent des filtres. Et un jour, il y a un crash. Lui, il est rentré dans la boîte à cette époque-là par quelqu'un qui le vénère. Et un jour, il y a un crash, on leur ramène une boîte noire, et à la première écoute, il n'y a rien. Puis un jour, il détecte un truc. Donc il en réfère à son supérieur et mentor, qui lui dit non, c'est rien, laisse tomber. Lui, il se dit, c'est bizarre quand même cette histoire. Donc il commence à enquêter de son côté, mais en sous-marin, et va s'abattre sur lui toutes les... On va dire tout ce qui fait le milieu de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il y a un projet actuel sur un avion et cet avion-là peut faire gagner énormément d'argent, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un couac. Et s'il ouvre sa gueule, c'est le couac. Donc en gros, il va se rendre compte petit à petit qu'il y a plein de couches, comme les oignons, qui peut l'empêcher de divulguer ça, mais lui, il trouve que c'est pas normal de cacher la vérité parce que c'est dangereux. À côté, il a une fiancée qui travaille un peu comme lobbyiste de l'autre côté du miroir, qui lui fait clairement comprendre que bon, ça va, il faut pas exagérer, on n'en est pas... voilà, il faut quand même de temps en temps laisser couler certaines choses, et lui, il veut pas. C'est interprété par Pierre Ninet. Alors, je suis pas du tout une fan de Pierre Ninet, je l'ai bien aimé dans France, mais généralement, je suis pas une... voilà. Mais dans ce film-là, il est vraiment jusque boutiste. Il enquête de vérité et il se pose même pas la question à un moment donné que sa vie peut être en danger, même si après il le voit. Mais il y a toutes les strates d'écran de fumée qu'il découvre petit à petit, même avec l'enregistrement, où il arrive à détecter des choses qui avaient été cachées, qui avaient été effacées. Il arrive à restaurer des trucs. Voilà, de se mettre lui-même en danger, ou les gens qui sont autour de lui, ou se faire trahir comme une merde. Voilà. Et moi j'ai bien aimé. Alors la fin est complètement incroyable, parce qu'on n'imagine pas du tout cette fin-là. Genre vraiment dans les films français c'est pas trop le truc. Là, paf, ça explose. J'ai bien aimé parce que c'est une tension anxiogène, et c'est une tension qui monte, même jusqu'au moment où ça explose, il y a un truc qui va pas, où vous vous dites putain c'est quoi ce truc, et ben il y a encore un truc par-dessus. Ah bon, c'est le double effet qui se coule. Voilà, donc franchement, Boîte Noire, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est pour qu'il soit dans le 5e, je vous dis. J'ai passé un très très bon moment. Il y a des ficelles, mais j'ai passé sur 2-3 trucs que je savais à peu près, parce que c'est bien interprété, c'est bien filmé, c'est bien agencé, c'est suffisamment crédible
parce qu'on se dit que finalement ça peut être ça dans la vie de tous les jours, mais nous on est les lambda, hein, vous savez, nous on est les gueux. Donc nous ça, ce genre de trucs, les arcanes, les machins, les trucs on ne sait pas, on est bien d'accord que 90% des grosses catastrophes ou des merdes ou des menaces potentielles ou des choses, on ne les sait pas. C'est pas parce qu'ils nous les cachent, c'est que juste si ils nous disaient tout, on serait tous dans une grotte en train de couiner comme les gorilles. Donc on va éviter de faire de l'anxiété sur tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au quotidien et qui ne sont pas dites pour éviter. Alors que toutes les entreprises se cassent la gueule, on est bien d'accord aussi, mais aussi parce que il y a des choses qui, pas toute vérité est bonne à dire, hein, comme disait Sandra Anderson. 4. Alors là, c'est le film. Pareil. Je l'ai vu à cause de l'actrice, une des actrices que j'adore. Et je me suis dit, quand elle est dans un film, elle est jamais mauvaise. Elle est même toujours assez excellente. Donc elle ne peut pas être mauvaise, même si le film n'est pas bleu. Mais elle est bonne, donc je vais regarder pour elle. C'est Emma Thompson. Ah oui, j'aime Kenneth Branagh et j'aime son ex-femme. Que voulez-vous dire, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut déjà. Et elle jouait dans ce film-là. Et je dois avouer que l'héroïne, qui est une héroïne, on va dire, mythique chez Disney, parce que tous les gosses, on a eu peur quand t'es arrivé avec un manteau de chien d'Amalcia, Cruella. On est bien à faire que Cruella d'enfer, c'est au Deville, si vous l'avez vu comme certains en anglais. C'est quand même, elle est mythique. Voilà. Alors que ce soit le Disney ou Glenn Close, elle est... voilà. Et là, ils imaginent... Donc c'est Cruella, le film. Et c'est Emma Stone qui joue le rôle de Cruella. En fait, au début, elle joue le rôle d'Estella. Il y a une petite fille qui vit avec sa maman, qui est couturière, qui a travaillé pour une très grande dame de la haute couture. On va dire, c'est un croisement improbable entre Gabrielle Chanel et Vivienne Westwood, hein, qui est jouée par Emma Thompson. À ce niveau-là de trucs. Et cette petite fille, en fait, ne rêve que de robes, d'être une créatrice de mode, etc. Et un jour, elles sont obligées de fuir parce que visiblement, elle fuit quelqu'un de violent. Elle se réfugie chez cette femme qui était l'ancienne employeur de sa maman. Et un drame va arriver, la maman meurt et la petite fille, débarque à Londres toute seule. Elle va tomber sur les deux que nous, on a eu peur dans le dessin animé. Moi, j'espère me foutre la trouille à jamais à la mort. Là, non. Bon, bref, elle tombe sur des deux pieds nickelés, là. Et elle va devenir une gamine des rues, des petites arnaques avec eux. Et ça fait une ellipse, donc ça fait un saut dans le temps. On retourne Emma Stone, qui est une jeune fille qui rêve toujours d'être créatrice de mode, qui rêve surtout de travailler dans le magasin emblématique de Londres qui est Liberty. Et grâce à un truchement, son pote est arrivé à la faire engager, mais comme femme de ménage. Enfin, c'est déjà un pied dans Liberty, comme il lui dit. Et donc, elle va aller là-bas. Et un jour, elle va refaire une nuit la vitrine de Liberty, parce qu'elle trouve qu'ils ont des goûts de chiottes. Et elle va être opérée par cette grande créatrice de mode qui va l'engager pour lui donner des idées, pour lui fournir des trucs. Et la petite Estella, elle se dit « Ouais, c'est génial, c'est exactement, vous savez, c'est le rêve, quoi. » Et un jour, elle va découvrir que cette femme, qu'elle met un peu sur un piédestal, n'est autre que la personne qui a tué sa maman, qui est à l'origine de la mort de sa mère. Et donc, et là, cette vengeance, c'est une vengeance implacable qu'elle va mettre en route, et elle devient Cruella. Elle se métamorphose dans cette méchante, aigrie, vengeresse personne, et elle va essayer de la battre sur son terrain, c'est-à-dire le terrain de la mode. Et elle va, puisqu'elle a énormément d'idées, beaucoup d'à propos, elle va créer des mises en scène, des robes, des shows. En fait, elle va la défier sur le terrain, parce que l'autre, elle est très classique. L'autre, elle va la défier, c'est une espèce de Vivienne Westwood sous acide. Et vous avez l'affrontement de ces deux mondes qui est un classique absolument, et l'autre qui est complètement déjanté, avec, en plus, par-dessus, le côté vengeance à la vie, à la mort. Et elle est prête à sacrifier ses amis, elle est prête à sacrifier des gens pour arriver à descendre cette personne-là. La bande-son est excellente. Les deux Emma sont au firmament de leur truc.
tout est bien foutu, bien calibré. Il y a des moments doux, il y a des moments sombres, il y a des moments barrés à fond. Euh, et puis, il y a tout l'univers coloré, génial, absolument. Ça envoie. Toutes les 5 minutes, vous avez quelque chose qui arrive dessus. Moi, je me suis mais éclatée sur Cruella. Je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois dans le même mois, tellement j'ai trouvé que le film était la bande son, les robes, le côté fou. Bref, il y a tout qui dans ce truc. Il y a un côté baroque, un peu gothique. Il y a vraiment un truc gothique dans les prises de vue, dans les décors, etc. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez aimé, mais moi, voilà, Cruella. Donc là, c'était quand même au top 4. Top 3, et alors là, panier. Oh putain, alors là, ces 3 films, c'est... Oh, mon Dieu. Alors, il y a un documentaire. Enfin, il y a un documentaire. Le premier, c'est un documentaire, comme ça, je vous spoil, mais voilà. Le 3, c'est Maudie. Alors, Maudie, c'est une artiste naïve américaine, peintre américaine, qui a une vie de merde. Parce que elle a toujours été... premièrement, elle a des formations physiques, puisqu'elle est atteinte de polyarthrite, et donc elle marche de traviole, elle est voûtée, elle se serre mal de ses mains, et puis les gens la prennent, à son époque, hein, c'est dans les années 20-30, etc., ils la prennent un peu pour une demeurée, pour une attardée, donc en plus elle est pas jolie, du point de vue cano de l'époque, enfin en tous les cas ce qu'on veut. Elle est formidablement interprétée par Sally Hawkins, qui est une actrice anglaise. Elle est au firmament, cette fille. Elle n'est pas souvent dans les films, on la voit pas souvent d'affiche, mais cette actrice est une merveille absolue. Et donc elle est là, machin, alors elle est maltraitée, elle fait des ménages, elle survit quand même. Et un jour, elle cherche à travailler, parce qu'elle veut travailler, même si elle marche mal et elle est mal foutue. Elle veut travailler et elle trouve un poste comme femme de ménage chez un rustre du coin, qui est un pêcheur, rustre, mais rustre de chez rustre, hein. Oh putain, lui alors. Voilà, le gros bourrin de première catégorie, qui est joué par l'excellent Ethan Hawke, qui joue très bien le gros con. Un peu bourru. Et donc au début, lui, il s'en fout en fait. Tant qu'elle lui fait le ménage, il faut pas la faire chier déjà, lui, donc il faut pas qu'elle déménage. Et elle trouve qu'il vit dans une petite baraque de pêcheurs. Et elle trouve tout de suite que c'est terne, sa maison, et donc elle commence à l'agencer. Et il l'aime pas, donc lui, vraiment, voilà. Il est assez méchant et même violent avec elle au début, parce qu'il ne supporte pas qu'on ne fasse pas ce qu'on lui dit de faire. Et elle voit la vie autrement, déjà à travers son imaginaire de peintre et de couleurs. Et donc elle essaye d'agencer. Alors au début ça marche pas du tout, c'est le gros bordel, etc. Mais petit à petit elle arrive à faire des petits changements auxquels il voit bien que c'est des changements, mais qu'il s'habitue. Il aime pas, mais c'est tellement minime que plus ou moins ça passe. Et il s'habitue à elle comme elle s'habitue à lui, à sa rudesse, à son côté bourru. Et il s'habitue à cette fille qui a un caractère et une force de caractère incroyable, qui est capable de faire des kilomètres en traînant la patte parce qu'elle veut travailler, qu'elle refuse d'être faible. Et petit à petit, il se rapproche, et un jour, il lui propose le mariage, pas un mariage d'amour, hein, mais un mariage pour la sortir des affres de sa famille qui la traite comme de la merde. Et c'est une des plus jolies histoires d'amour qui ait eu, parce qu'ils ont vraiment existé, ces deux-là. Et d'ailleurs, je vous invite à la fin du film d'aller voir les vraies images d'archives que le réalisateur a calées, vraiment d'un reportage qui d'ailleurs s'est calqué sur... c'est du copier-coller, la dernière scène. Mais vous avez les vrais personnages, donc Maudie et son mari. Il n'y a qu'à voir le regard que cet homme porte sur cette femme. Il n'y a que ça. Voilà, et c'est quelqu'un qui a peint jusqu'à la fin de sa vie. Alors elle est très connue comme artiste naïve. Elle n'avait pas des très beaux... Enfin moi j'aime pas vraiment ce qu'elle fait, parce que c'est pas du tout ma cam, mais c'est naïvement joli. Elle est cotée, hein, voilà. Mais c'est deux personnes qui ont toujours vécu dans le même endroit, qui se sont apprivoisées petit à petit.
au-delà de leurs différences, au-delà de leur caractère, au-delà de leur tempérament qui sont pas du tout les mêmes, ils sont arrivés à s'apprivoiser. Et lui, il est arrivé à sortir de sa coquille. Et elle était arrivée à le faire rentrer dans une coquille, ce qui est quand même assez joli, mais maudit. Alors le couple Ethan Hawke et Sally Hawkins, waouh. Et alors la performance d'acteur, c'est au-dessus. Hein. Alors allez-y, parce que par contre prenez les Kleenex, hein, parce que alors, moi qui suis quelqu'un devant la télévision, le machin, etc., autant je peux chouigner devant un livre, autant les films, même Cucul la praline, à l'eau de rose, alors là, j'ai pleuré comme une gourde à la fin. Non mais que voulez-vous, quand on est fangirl, on est fangirl. Là. Voilà. Deux. Et alors là, on atteint le palier au-dessus. C'est pas possible. Là, je me suis dit que c'était pas possible. Mais si, c'est possible dans les films. C'est The Green Knight. Alors, je crois que c'est sur Prime. Mais c'est l'histoire revisitée d'une partie de la légende de la roi Arthur. Là, on est avec Gauvin, qui est joué par l'excellent Dev Patel. Alors là, lui aussi, hein, crève l'écran. C'est mystique, onirique, barré. Ah non, c'est barré. On va suivre Gauvin dans une quête, justement, pour aller affronter le Chevalier Vert, qui est quand même un des livres piliers de la légende arthurienne, hein, Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Mais c'est transposé dans un univers complètement loufoque, mais à la fois loufoque, mais onirique. Il y a des couleurs, il y a des moments de grande brouillard, il y a des landes de terre, on ne sait pas quoi en faire, etc. Il y a de la poésie là-dedans, il y a de la quête, il y a des moments où vous vous dites il est en train de devenir fou, barbe, il va partir en vrille. C'est incroyable. C'est un film. Alors attention, je vous le dis tout de suite, c'est un film, il faut passer les 10 premières minutes. Si les 10 premières minutes vous cassent les pieds, pour parler poliment, si vraiment, au bout de 10 minutes, vous adhérez absolument pas, n'y allez pas. Parce que c'est barré tout le long comme ça. Et j'ai adoré The Green Knight. Je trouve ce film d'une beauté visuelle, mais sublime. L'univers est beau, c'est poétique, c'est onirique, c'est une quête assez absolue. C'est à la fois intériorisé et extériorisé. Il y a des choses qui sont... Il y a des fois, il y a des trucs qui sortent sur l'écran, vous faites « Hein ? Mais qui se sait ? Mon Dieu, mais qui se sait ?» Parce que vous savez pas où vous êtes, à un moment donné, ils vous pomment. Alors, ils vous pomment sur la lande, partout. Tout d'un coup, vous tournez, il y a des trucs, mais d'où ils sortent ? Mais d'où ils viennent ? Voilà, c'est un peu... ça serait un Monty Python, mais en beaucoup plus cérébral. Alors, à moins déconnant, mais c'est un univers un peu foisonnant. Voilà, c'est loufoque, mais c'est foisonnant, c'est original, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, et puis c'est très bien interprété. Puis alors, ce putain de Dev Patel, dans ce rôle-là, il est absolument exceptionnel, parce qu'il est à la fois agréable et à la fois inquiétant. Moi, il m'a foutu la trouille une fois ou deux. Mais voilà, ah non, je vous assure, The Green Knight, il est renversant. Il est renversamment beau, ce film. C'est vraiment un très, 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 très beau film. Donc ça, c'est le numéro 2, vous imaginez bien. Il fallait un truc... Eh bien, c'est un documentaire. Je n'ai rarement vu un documentaire, aussi puissamment beau au niveau visuel, musical, artistique et dans le propos. J'adore la danse classique, j'adore la musique classique, j'aime beaucoup la musique baroque. J'aime beaucoup un compositeur baroque qui s'appelle Rameau.
Euh, et je connaissais les Indes galantes, parce que c'est des Indes galantes dont je parle pour le documentaire, parce que je l'écoutais quand j'étais plus jeune, parce que ça faisait partie des musiques qu'on m'avait enseigné à écouter. Et pareil, ma Marie m'appelle en me disant: j'ai vu ce documentaire il y a quelque temps au ciné, il passe là sur la chaîne, il faut absolument que tu le vois, c'est toi qui aimes la danse et la musique, tu vas adorer, tu vas voir, c'est sublime. J'ai dit ok, arrêtez tout. Parce que voilà, quand Marie fait ça, arrêtez tout. Donc je vais regarder ce documentaire le soir, je suis restée sur le cul. C'est en fait c'est une commande de l'Opéra Bastille, qui associe un chorégraphe et un metteur en scène qui viennent de deux univers complètement différents pour monter sur la scène de l'Opéra Bastille les Indes galantes de Rameau, qui est une merveille absolue, déjà à l'oreille, et qui est chantée, voilà, et en français. Et donc, c'est vraiment, c'est quand même une des œuvres majeures quand même du baroque, on est bien d'accord. Et ils ont l'idée d'associer, au lieu du classicisme habituel, ils décident d'associer des danses de rue. Donc du hip-hop, à ce que vous voulez, toutes les danses de rue. Donc ils vont faire un casting avec des danseurs de danse urbaine pour coller au ballet, en fait en tous les cas, au ballet qu'a créé Rameau. Et donc on a tout le processus au début de sélection, puis les répétitions qui doivent s'inscrire dans les codes du baroque, dans les codes que Rameau a mis sur place, mais tout en incluant ces danses modernes, urbaines, parce que c'est vraiment des danses urbaines, qui sont plus des danses effectivement de rue. On n'imaginerait absolument pas des danseurs de hip-hop sur du Lully ou du Rameau ou même du Purcell. Et là, il y a une espèce d'alchimie, de chimie, je sais même pas si c'est de l'alchimie, de la chimie, c'est une espèce de magie, on va dire, qui se crée entre ces artistes, danseurs, les musiciens qui jouent la musique, les metteurs en scène et la chorégraphe, et tout le reste. C'est-à-dire que on voit dans ce truc, enfin dans ce documentaire, que l'art, c'est de l'art. Quel que soit, si vous avez une ouverture d'esprit, bien sûr, si vous êtes écriqué, on ne peut plus rien faire pour vous, mais quand vous aimez l'art, quelle que soit votre perception, moi j'ai assisté à des représentations de classiques, de ballets classiques, avec un peu plus contemporain. Si vous avez une certaine ouverture d'esprit, vous pouvez voir au-delà de votre petit schéma bien là. Et là, c'est... Voilà. La musique de Rameau, qui est quand même du baroque, donc quelques siècles, je rappelle, se marie sublimement bien avec les danses de rue modernes, actuelles, contemporaines. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le mec, il savait déjà ce que c'était le fling, le hip-hop, machin. Et là, vous vous dites, oui, d'accord, donc ça veut dire que la musique étant intemporelle, la danse étant intemporelle, la peinture et tout ça, sont des arts vraiment qui traversent les âges. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas mêler intelligemment, parce que là, c'est fait intelligemment, des arts qui sont pas censés être à la même époque, au même siècle. Et le truc, c'est que ces danseurs qui ne connaissaient pratiquement pas l'œuvre, ou en tous les cas ce qu'ils allaient faire, découvrent que cette musique s'adapte à leur art à eux, alors qu'ils avaient des préjugés au départ en se disant putain c'est un truc de vieux, baroque, machin, ça doit être chiant. Et chacun apporte sa pierre à ce ballet, à ce pas de 2, de 3, de 12, et il y a il y a des extraits vraiment de cette pièce sur l'opéra. Alors dans les répétitions bien sûr, mais l'étonnement de certains danseurs ou artistes de rue qui découvrent et qui voient tout de suite, qui touchent ce que ça peut faire à la répétition, et vous les voyez émerveillés en se disant, il y en a certains, ils sont au bord des larmes, tellement ils se disent putain mais c'est pas vrai, on vient d'assister, on a un truc incroyable dans les mains, on savait même pas que ça existait. Et la standing ovation
qui a lieu dans l'Opéra Bastille. Oui, je sais, ça sonne toujours au même moment. Dans l'Opéra Bastille, vous vous dites, c'est quand même incroyable, quoi. C'est... Attendez, ça ressonne. Il fallait bien que ça fasse chier. Ah oui, mais comme d'habitude, vous savez que... Voilà. Je sais pas, il doit avoir que mon nom en bas sur les sonnettes. Ils savent pas, ils sonnent. Bref, donc Les ânes galantes, vraiment, c'est un documentaire sur la création d'un ballet qui mêle contemporain et baroque et classique, etc. C'est beau, c'est innovant, c'est intelligent, c'est sensible, c'est de la beauté à l'état pur. Voilà, c'est de l'art à l'état pur. Voilà, moi qui aime la danse et le baroque. J'étais... je pourrais le regarder des milliers de fois. Je trouve ça sublimissime. Voilà, c'est là où vous vous dites que tout traverse le temps. Et si c'est suffisamment bien créé et beau, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas perpétué. Le passé n'est pas forcément à jeter à la poubelle, je rappelle. Et qu'il peut avoir des œuvres sublimissimes et intemporelles et que c'est pas obligé d'être moche. Voilà. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà. C'est une expression de vieux, ça. Bref, on s'en fout. Voilà. Donc ça, c'était les 15 films et ou documentaires que j'ai vus. Donc 1, Les ânes galantes. 2, The Green Knight. 3, Maudit. 4, Cruella. 5, La boîte noire. 6, Sugarman. 7, La rave des notables. 8, La vie extraordinaire de Louis Vane. J'en ai oublié un. J'ai oublié le 9. On est bien d'accord. Ouais, je sais, à chaque fois j'en oublie un. C'est à l'ouest, rien de nouveau. Le film allemand qui suit par les yeux de Paul sur le roman de Heinrich Maria Remarque. Je savais que j'avais oublié un. Bon, alors, il vaut pas celui de 31 comme film, parce que c'était filmé différemment, mais il est très très bon. 2h28 d'immersion dans les tranchées. Je peux vous assurer que vous ne sortez pas de ce film indemne. Déjà, le livre est sublimissime. Alors, si vous entendez gratter, c'est Hux qui est dans sa litière et qui a décidé de faire du bruit. Après, le postier, c'est Hux. Super. C'est vraiment sublimissime. Donc, ouais, je me suis trompée. Donc, voilà. Après, We Vane, 8, 9. Putain, je l'ai oublié. Quel code. À l'ouest, rien de nouveau. Voilà, donc allez le voir si vous avez lu le livre de Remarque. Si vous connaissez l'autre version, allez voir aussi celui-là parce qu'elle est très bien faite. Et les Allemands pointent du doigt les travers de tout. Et maintenant, leur cinéma n'a pas eu peur de mettre le doigt où ça fait mal, contrairement à certains autres cinémas. 10, Dune. Pourquoi j'ai oublié le 9, Douille. Bon bref, c'est pas grave. 10, Dune. 11, Texto, pardon, ça m'a perturbé d'avoir oublié le 9. 14, pardon, Belfast, et donc 15, Le haut du panier dans Ulster. Voilà, donc ça c'est les 15 films, sachant que j'ai oublié un au milieu, mais je l'ai remarqué à la fin, je l'ai rattrapé comme j'ai pu. Voilà, donc ça c'était les 15 films préférés de Lisa de cette année, 15 films et ou documentaire. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sort en même temps que celle-là, les 15 séries de l'année, donc de 2022. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si certaines de ces films vous les avez vus, vous les avez aimés, vous les avez pas aimés, vous saviez même pas que ça existait. Super, merci. Et puis encore bonne année à vous. Oui, on est le 8 janvier, on a le droit de dire encore bonne année. Donc bonne année à vous, faites attention à vous, et puis mangez bien. Aujourd'hui c'est l'épiphanie. Petit gâteau! Enfin, gros gâteau des rois. Perso, brioche ou frangipane. S'en fout, les deux. Moi, j'aime bien les deux. Enfin, une fois originale, si c'est bien fait, la frangipane, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et brioche, si c'est bien fait aussi. Alors, parce que sinon, c'est bourratif, cette merde. Mais moi, j'en connais qui sont pas bourratifs. Hein. Voilà, ça y est, je vais encore prendre du poids. Super, après Noël et le jour de l'an. Et puis, après, on enquille les crêpes et les oreillettes. Et on finit au 1er mars à plus pouvoir rentrer dans les manteaux. Super. On va revoir la garde-robe, c'est l'été prochain. Allez, ciao. À bientôt. Bisous.